Charlotte Dornelas, le jeune suspect de 15 ans accusé du meurtre de la petite Rose va être présenté dans les prochaines heures à un juge d'instruction, puis placé en détention provisoire. On sait aussi qu'il bénéficiera, je le disais, de l'excuse de minorité. Pourquoi? En quoi cela consiste-t-il? Comment sont jugés les délinquants sexuels? C'est ce qu'on va se poser comme question avec vous ce soir. Le profil du suspect interroge énormément. Comme la mère de cette petite fille, nous nous demandons tous ce qu'il faisait dehors. C'est vrai que depuis qu'on a appris la mort de cette petite fille, le puzzle, on va dire, du parcours de ce jeune homme se reconstitue petit à petit et son profil apparaît d'autant plus clairement qu'il est éclairé aujourd'hui par l'horreur qu'il a été capable de commettre il y a 3 jours. Je dis ça parce que c'est des sujets qui sont compliqués à traiter, compliqués à comprendre, il est compliqué de discerner les différents actes qui ont été posés à son sujet. Et une fois qu'il a assassiné cette petite, enfin en tout cas qu'il est suspecté d'avoir assassiné cette petite, on se dit tous, mais enfin c'était quand même pas compliqué de voir qu'à tel moment il fallait le garder enfermé. Il est toujours plus facile, entre guillemets, au moment où l'horreur a été commise, de se dire ce qu'on aurait fait à la place des gens qui ont eu affaire, alors que c'était moins évident. Alors en effet, on apprend qu'il y a 1 an, il avait attaché des enfants à des arbres dans la forêt, il les avait emmenés, il les avait attachés, il avait tenté de mettre le feu à leurs pieds. Il est par ailleurs poursuivi, en l'occurrence, pour tentative de viol et viol sur enfants de moins de 15 ans. Donc on ne sait pas exactement quelle affaire est actuellement en cours d'instruction, mais on sait aussi depuis, puisque le village d'où il vient a beaucoup parlé, les parents ont parlé. Alors les parents n'étaient pas au courant de cette première affaire, mais certains ont dit oui, il a menacé ma fille il y a quelques jours, il a dévisagé des jeunes filles dans le parc, et c'est vrai qu'il nous mettait mal à l'aise, il se baladait toujours avec son vélo, et vous savez, subitement, quand vous savez ce qu'il a fait, tout à coup, vous relisez très différemment la fois où vous l'avez croisé, vous l'avez trouvé un peu bizarre, mais vous n'avez pas réagi parce que, bon, après tout, il était étrange. Mais tous les gens étranges, Dieu merci, n'assassinent pas des petites filles de 5 ans. Alors, tout le monde s'en veut dans le village et c'est vrai que ça brise le cœur parce que vous avez des parents qui vous disent « si seulement j'avais été dehors à ce moment-là, si j'avais été porté plainte quand il a menacé ma fille il y a quelques jours ». Et ceci revient inlassablement dans les vies de gens particuliers. Et vous avez, au-delà de cette réaction naturelle, le monde professionnel de la police, de la justice et de la médecine, par le biais des experts psychiatres, et sur eux pèse encore plus lourdement la phrase de cette maman qu'on a tous entendue qui dit « mais leur fallait-il un cadavre pour réagir et pourquoi était-il dehors ?» Cette phrase, elle est horrible, cette mère, elle brise le cœur vraiment, comme souvent dans ce genre de situation. Et en effet, on ne peut que la comprendre, c'est-à-dire que le profil était connu. Et alors, pourquoi était-il dehors? La réponse a été donnée, puisque comme d'habitude, vous savez, on nous dit « il n'y a pas eu de défaillance ». Et cette phrase est absolument insupportable, évidemment, pour la mère qui vient de perdre sa petite fille. Et alors, pourquoi n'y a-t-il pas eu de défaillance? Parce que quand vous avez un mineur entre 13 et 16 ans, qui est en l'occurrence accusé d'un crime, non pas d'un délit, il est accusé d'un crime, enfin en tout cas poursuivi pour ça. Eh bien là, en l'occurrence, c'est séquestration sans libération volontaire, viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Dans ces cas-là, avant d'être jugé, l'équivalent de la détention provisoire, lui c'était en centre éducatif fermé, c'est 6 mois, renouvelable 6 mois. Au-delà des 1 an, le magistrat ne peut rien faire d'autre que de le libérer, c'est absolument impossible. Pourquoi, initialement, c'est limité à 1 an? Parce qu'on considère que dans cette période de 1 an, le jugement doit avoir lieu. Mais comme vous avez des tribunaux non seulement engorgés, mais absolument dépassés par le nombre de dossiers qu'ils ont à traiter, dans l'année, ça ne vient pas. Donc vous avez 2 manières de réagir à ce sujet. Soit de dire, il n'y a pas eu de défaillance, soit de dire, en attendant de désengorger les tribunaux, il faut s'adapter à cette situation et ne pas, ne pas se satisfaire de libérer un jeune homme qui est objectivement dangereux pour la société et les jeunes qu'ils peuvent croiser. Ce d'autant plus qu'il était sous contrôle judiciaire, renvoyé à son domicile familial, chez sa mère en l'occurrence, mère qui elle-même a des problèmes, dont on sait que l'enfance de ce garçon a été particulièrement compliquée avec ses parents. Alors certes, il avait un contrôle judiciaire qu'il respectait, il avait une injonction de soins et les gens qui le suivaient disaient qu'il faisait des progrès, il avait un suivi
Mais le suivi, bon, il va falloir discerner aussi quel était l'état du suivi, parce qu'on sait que la protection judiciaire de la jeunesse est elle-même absolument débordée par le nombre de jeunes qu'elle a à suivre. Donc il y a peut-être eu des défaillances multiples, mais le problème est toujours le même. Nous avons un système qui est objectivement inadapté à ce que sont devenus pour partie les mineurs, à ce que sont devenus les dossiers qui touchent certains mineurs et à ce qu'est devenue la délinquance, la violence et la criminalité dans la société. Donc quand tout le système est dépassé, eh ben c'est difficile de trouver un responsable. C'est assez global, malheureusement. Une grosse question demeure, parmi tant d'autres, pourtant sur l'état psychiatrique de ce jeune homme et sur le diagnostic posé il y a 1 an, puis revu aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a 1 an, on nous disait, c'est le procureur qui nous disait qu'il n'y avait pas de défaillance psychiatrique qui avait été trouvée. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est dangereux pour son entourage. Bon, aujourd'hui, c'est un peu difficile de dire le contraire. Mais il est vrai que dans les débats depuis cette histoire-là, mais ce n'est pas du tout la première fois, cette histoire des expertises psychiatriques prend une place absolument centrale et, à mon avis, à tort. Pourquoi ? Parce que, il y a un véritable sujet sur l'état de la psychiatrie de manière générale en France. Il y a une absence absolue de débat, et Marc nous en parle tout le temps, sur l'assistance chimique qui est trouvée comme échappatoire à un malaise profond et en effet qui se multiplie notamment dans la jeunesse. Il y a une béance sur la pédopsychiatrie, notamment dans le suivi des jeunes délinquants ou criminels. Tous ces sujets existent. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un sujet encore plus précis qui est celui de la place prise par l'expertise psychiatrique pénale. C'est-à-dire que là, l'expertise, il y a 1 an, elle visait à savoir si ce jeune homme pouvait, oui ou non, être placé en centre éducatif fermé. Donc ce sont des experts psychiatres, et vous le voyez, même tous les policiers vous le diront, les experts psychiatres, ils ont 1 demi-heure pour découvrir le patient qu'on leur présente et on leur dit parlez et faites-nous une expertise. C'est évidemment pas une expertise ni précise, ni absolument indiscutable. Ils n'ont pas le temps de le faire, ils n'ont pas les moyens, ils ne connaissent pas le patient qu'ils ont en face d'eux. Donc la question, c'est de savoir quelle place nous accordons à cette expertise. Et en ce qui concerne la libération, la libération de ce jeune homme il y a 1 an, l'expertise n'est pas le bon sujet. Le bon sujet, c'est que c'est impossible de le garder plus d'1 an, d'une part. Et deuxièmement, on a parfois l'impression que l'expertise psychiatrique, on nous dit oui, mais le psychiatre qui l'avait examiné nous avait dit qu'il n'y avait pas de défaillance. Mais il était quand même déjà poursuivi pour viol. Qu'il y ait une défaillance psychiatrique ou pas, ne change rien à sa dangerosité pour la victime, en l'occurrence, qui avait porté plainte, pour les 2 petites victimes, qui avaient porté plainte à l'époque. Donc l'expertise psychiatrique, on a parfois l'impression que c'est un paravent derrière lequel tout le monde se cache pour ne pas voir les véritables sujets qui sont le traitement de la dangerosité de certaines personnes pour la société. Parce que si je vais au bout de la place accordée à cette expertise psychiatrique, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est-à-dire, est-ce que ces expertises, si on juge qu'on base toute la politique pénale sur l'expertise l'expertise psychiatrique, justement, pénale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour mettre la pression sur l'expert psychiatre sur lequel tout le monde va se focaliser, il faudrait les rendre pénalement responsables de l'expertise qu'ils donnent. Comme si l'expertise était, scientifiquement absolument exacte, comme si c'était une science absolument exacte, d'une part. Et surtout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les psychiatres qui vont examiner ces personnes-là vont finir, comme les hommes politiques, par gérer leur risque pénal beaucoup plus que par examiner un patient qu'il y a en face d'eux. Donc on ne peut pas baser l'exercice de la justice sur une expertise. L'expertise, on doit la remettre à sa place. Elle sert à comprendre quel accompagnement psychiatrique ou psychologique mérite la personne qu'on a en face de soi. Ce qui est une question indépendante de la justice qui doit s'exercer. À ceci près, et il y a une petite exception, c'est la question de l'abolition totale du discernement. Ce sont des cas extrêmement particuliers. Vous savez, on en a déjà parlé dans différentes affaires. Quand un collège d'experts juge qu'il y a une abolition totale du discernement, la justice ne s'exerce pas sur les fous, pour parler plus normalement, on va dire. Donc voilà, la question de cette expertise psychiatrique que tout le monde disserte dessus me semble être un sujet assez, anecdotique, c'est pas le mot, mais n'est pas le bon sujet, en tout cas pas marginal. Le sujet central, marginal dans l'exercice de la justice et dans parfois les défaillances de la justice aujourd'hui. Certains sont tentés, Charlotte Dornelas, de défendre le suspect, d'évoquer son enfance, son environnement. On le sait, père alcoolique, une mère qui a des problèmes psychiatriques, etc. Mais on sait par ailleurs qu'il bénéficiera
de l'excuse de minorité, ce que je disais en titre, est-ce que là, ce n'est pas particulièrement déplacé? Et en fait, il y a plusieurs questions dans votre question. Parce que ce qu'il faut absolument, à mon avis, comprendre, notamment dans le commentaire au moment où on doit parler sur ce genre de drame, c'est que la société ne peut pas réagir aussi froidement que la justice, mais l'inverse est vrai aussi. La justice ne peut pas réagir de la même manière que nous. C'est absolument impossible. Ça n'est pas la manière dont on rend justice. Il est évidemment déplacé aujourd'hui d'accorder une place centrale, aujourd'hui dans ce dossier comme dans d'autres d'ailleurs, d'accorder une place centrale à la souffrance de cet enfant devant celle de la famille. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. On ne va pas expliquer à cette mère que ce jeune homme a eu une enfance difficile, ça ne va pas. C'est là, en l'occurrence, en effet déplacé. En revanche, il est normal que la justice, dans son enquête, discerne notamment à partir du profil de ce jeune homme, parce que la justice, pour avoir une peine, la peine, on dit en permanence, la justice sert à réinsérer les criminels. Non, pardon. La peine, elle sert d'abord, 1, à punir l'acte qui a été commis, 2, à réparer l'offense faite aux victimes, 3, à protéger la société. Et ensuite, se pose la question de la réinsertion, non pas d'abord pour le criminel ou le délinquant, mais pour continuer à protéger la société et pour empêcher d'autres victimes éventuelles d'avoir à subir ces agresseurs. Donc, la justice, c'est normal qu'elle se penche individuellement sur les personnes qu'elle a jugées pour avoir une peine adéquate, pour avoir une peine qui corresponde à l'acte qui a été posé et à la personne qui a posé cet acte-là. La deuxième question qui vient par rapport à votre question, c'est en effet la question de la justice des mineurs. Et la question de la justice des mineurs, là, je fais un peu un pas de côté parce qu'en l'occurrence, la justice n'est pas passée pour ce jeune homme, puisqu'il n'y a pas encore eu de jugement. Il était en centre éducatif fermé en attendant la fin de l'instruction et le jugement pour la première affaire. Et là, la justice n'est toujours pas passée, évidemment, pour l'affaire qui s'est produite il y a quelques jours. Mais il est vrai qu'on peut se demander, à la lumière, on va dire, de ce dossier, même si on fait vraiment un pas de côté par rapport à celui-là, puisque d'abord, on n'a pas accès et qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais la question revient inlassablement. Est-il pertinent de rester sur une justice des mineurs qui a été conçue pour des mineurs en 1945, dans la société de 1945, alors que tous les acteurs qui ont affaire, les acteurs de la société qui ont affaire à la jeunesse d'aujourd'hui vous disent un mineur d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, la violence dont sont capables certains mineurs n'a plus rien à voir, le rapport à la sexualité et notamment au désordre sexuel de ces enfants n'a absolument rien à voir avec la minorité de l'époque. Qu'on juge différemment de jeunes mineurs et des adultes, c'est compréhensible, parce qu'évidemment, ça n'est pas la même maturité, on va dire, dans le discernement des actes. Mais en revanche, l'automaticité d'une peine, par exemple, réduite de moitié systématiquement quand vous êtes mineur, c'est assez illisible, surtout quand vous avez des crimes pareils. Et la troisième question qui, à mon avis, vient avec ce dossier-là, c'est celle de l'inquiétude majeure qui pèse sur celui de la délinquance sexuelle des mineurs. Je vais vous donner un seul chiffre. C'est l'Observatoire national de la délinquance qui a récemment donné un chiffre qui, franchement, fait froid dans le dos. En 20 ans, 279% d'augmentation de la délinquance sexuelle entre mineurs, c'est-à-dire à partir de dossiers, c'est-à-dire à partir de plaintes, de dossiers traités, de dossiers connus des autorités. Vous avez 50% de cette augmentation qui est due à des viols entre mineurs. 30% à des agressions sexuelles et le reste de harcèlement. Vous parlez à des policiers de brigade des mineurs, ils vous disent c'est devenu n'importe quoi. Il n'y a plus aucun repère, il n'y a plus aucune... Vous avez parfois en face de vous des mineurs de 10 ans qui sont accusés de viol sur d'autres mineurs qui ont le même âge. Et ça, c'est évidemment un sujet dramatique pour la jeunesse elle-même et par ailleurs pour la justice. Et on revient à la lenteur de la justice, notamment pour les mineurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des dossiers extrêmement compliqué à travailler. Parce qu'entre mineurs, il y a cette question du consentement qui prend des heures dans les enquêtes de discerner ou pas. Puisqu'on ne veut pas établir qu'il ne peut pas y avoir de consentement en dessous d'un certain âge, c'est extrêmement compliqué. Ensuite, le discernement du mensonge et de la vérité, qui est déjà compliqué de manière générale dans une enquête, encore plus quand ce sont de jeunes personnes, dans le discernement même des jeunes impliqués. Et comme les dossiers s'accumulent, comme le politique est extrêmement engagé, on va dire, sur ce sujet de manière générale,
tout le monde se protège dans ces dossiers-là, donc il n'y a plus aucune intuition, ni de la part des magistrats, ni de la part des policiers. Donc vous avez 60 dossiers à gérer, et le genre de dossier de ce jeune homme qui est objectivement extrêmement dangereux et qui pouvait être identifié comme tel, eh bien, au bout d'1 an, l'enquête n'est pas terminée.